à tous. Merci beaucoup, Laurent, de nous accueillir ce soir. J'ai quelque chose à vous confier. La première fois que j'ai rencontré Laurent, c'était à l'occasion d'un événement organisé par une agence de communication ici à Lausanne. Une table de ping-pong trônait au milieu de l'agence. Nos deux noms ont été appelés pour un match amical. Voilà. Au bout de quelques échanges, il s'est avéré que c'était un match plutôt serré que j'ai finalement gagné. Donc, merci Laurent de ne pas en avoir tenu rigueur et de nous avoir invités ce soir, Pascal et moi, pour parler du musée de l'Élysée. Merci. Nous tenons aussi à saluer la présence ici ce soir de Tatiana Franck. Merci d'être parmi nous, Tatiana, nouvelle directrice du musée de l'Élysée depuis le 1er mars de cette année, ainsi que 3 de nos collaboratrices, collègues, Maria du Divine et Laetitia, qui travaillent avec nous au département de la communication, qui nous ont aidés à mettre sur pied notre présentation, y compris certains des films que vous allez découvrir. Nous sommes ici au musée olympique, mais le musée Élysée loge à quelques pas, dans une très belle bâtisse du 18e, entourée de magnifiques jardins, surplombant le lac. 3 étages d'exposition, une librairie, un café, mais ce bâtiment n'est véritablement qu'une pièce d'un plus large puzzle. Regardez. Voilà, le musée de l'Élysée en 46 secondes. Au quotidien, c'est beaucoup plus que ça, bien sûr. Et même au quotidien, depuis longtemps, ça fait 30 ans maintenant qu'on est pleinement engagé pour la promotion, l'explication, et j'ai même envie de dire la découverte de la photographie. La photographie qui est un art qui fait partie de notre quotidien à tous, et que nous explorons dans toutes ses expressions, des plus vernaculaires et quotidiennes. Vous êtes tous ici photographes, vous avez tous un smartphone qui vous permet de prendre des images au plus grand nom de la photographie, Robert Capa, Steichen, Robert Frank, aux expressions les plus émergentes avec les photographes contemporains qu'on soutient pleinement. La photographie, c'est ce qu'on fait. On le fait bien à travers des expositions à Lausanne, 3 grandes expositions par année, mais aussi dans le monde entier. L'année dernière, par exemple, nous avons présenté 49 expositions sur 5 continents. Donc nous avons toujours pensé nos activités autant à Lausanne que dans le monde. Une politique éditoriale très forte. Nous publions en moyenne 7 livres par année. Nous relançons au mois de juin notre magazine qui se veut vraiment une balise dans tout ce qui se fait de plus récent dans la photographie. Des événements, bien sûr, de tout type, des événements ouverts et accueillants pour un large public. On pense à la Nuit des Images, 10 000 spectateurs en une nuit, mais aussi des prix, le prix Élysée dont on va parler après. Une activité forte envers les familles et les plus jeunes publics. La numérisation, un grand chantier qu'on lance cette année avec Tatiana Franck, et sous son impulsion, on a pour objectif de numériser l'ensemble de notre bibliothèque et de rendre ce patrimoine accessible sur Internet. Et je dirais que toutes ces différentes expressions s'enracinent, se renforcent, se fondent vraiment sur un socle qui fait que nous sommes un musée. Ce socle, c'est bien sûr notre collection, une collection qui est importante pour la taille de notre musée. Nous avons plus de 100 000 tirages et selon les querelles que nous avons avec nos collègues commissaires et autres conservateurs pour savoir exactement combien nous avons d'objets, on peut avoisiner le million d'objets de tout type. Donc une grande diversité, une diversité qui fait de nous d'ailleurs l'un des 5 musées au monde les plus importants dans notre domaine, celui de la photographie. Une diversité qui est aussi vraiment le reflet d'un engagement et d'un parti pris artistique depuis la création en 1985 et sous l'impulsion du premier directeur, Charles-Henri Favreau,
qui a vraiment de manière militante affirmé que oui, on pouvait avoir un musée pour la photographie. À cette époque-là, on pouvait peut-être encore douter de l'importance de ce médium par rapport à d'autres expressions artistiques comme la peinture ou la sculpture. William Ewing, deuxième directeur, a lui vraiment placé le musée de l'Élysée sur une carte internationale. Sous sa direction, chaque année, plusieurs grandes collaborations étaient entamées avec des institutions outre-Atlantique. Et depuis vraiment son input, pour parler en bon français, le musée a conforté sa position internationale. Sam Sturdzé a décidé de jouer la carte de la diversification, des expositions et des livres, bien sûr, mais aussi des prix de soutien à la photographie, un festival, un magazine, tout un tas de différentes manières d'interagir avec notre public. Et Tatiana Franck souhaite vraiment inscrire le musée et son contenu dans une réflexion globalisée et d'ouvrir et de creuser un chantier très ambitieux de numérisation. Mais cette grande diversité, si elle est liée à une position artistique, à un parti pris, elle est aussi liée à notre attitude qui nous différencie peut-être de beaucoup d'autres musées, qui est une attitude vraiment entrepreneuriale. On a des idées, on monte des projets et on fait ce qu'on dit. Et cette attitude entrepreneuriale, elle est bien sûr enracinée dans la structure même de notre institution qui vit d'un partenariat public-privé. J'entends encore Laurent qui me dit « Mais comment ça marche au musée de l'Élysée? Vous êtes un musée d'État. Vous faites énormément de projets. D'où vient l'argent ?» Effectivement, on est musée d'État, mais nous avons aussi une fondation de droit privé qui a été établie 3 ans seulement après la création du musée, en 1985, pour aider à son développement. Au fil des années, le budget de la fondation et le budget de l'État se sont équilibrés. Actuellement, nous travaillons avec un budget de 5 millions de francs et la répartition est vraiment de 50-50. Au niveau de la fondation, dont une des ressources est donc le sponsoring et la recherche de fonds. Elle se répartit à 45% pour cette partie de sponsoring et de dons, à 30% les recettes propres au musée, donc les ventes à la librairie, au café, mais aussi la location des expositions que nous produisons au musée de l'Élysée et qui s'exportent ensuite dans d'autres institutions partout dans le monde, comme le disait Pascal. Et enfin, une subvention de l'État également, qui est réinjectée dans la fondation à hauteur de 25%. C'est véritablement cette structure qui nous permet d'avoir une immense flexibilité, de pouvoir envisager chacun de nos projets avec, dès le départ de la conception, une recherche de fonds active et régulière. Et pour vous donner un écho de ce que vient de dire Julie sur notre organisation interne, d'un point de vue vraiment management, on peut grosso modo identifier deux grands pôles au sein de l'institution. Ceux qui produisent le contenu, tous les métiers qui produisent du contenu, c'est-à-dire littéralement les gens qui travaillent au contact avec des œuvres d'art, au contact avec les artistes, et qui, à partir de cette ressource, imaginent toutes nos expositions, toutes nos publications. On pense ici aux collègues des expositions, des collections, des éditions, de la technique, des événements, enfin c'est beaucoup de corps de métiers différents. Et un autre grand pôle qui est celui de la valorisation de ce contenu, c'est-à-dire les corps de métier qui prennent ces idées et qui les expliquent au public, les financent, les communiquent, montent des partenariats sur cette base-là. C'est au sein de ce pôle que Julie et moi sommes actifs, aux côtés de notre collègue Afshan, qui s'occupe de la médiation culturelle, la médiation qui donc se propose d'expliquer ce contenu à tout un tas de différents publics, allant des plus jeunes enfants aux universitaires. Il s'agit là de rendre ce contenu accessible. Julie, qui est responsable de la communication, travaille autant sur la communication web que print et s'occupe également des relations presse. Pour ma part, responsable du développement, je m'occupe de l'ensemble de nos activités hors les murs, en Suisse et à l'international, tous nos partenariats qui vont vers l'extérieur, et aussi la tournée de nos expositions dans le monde. Ce que Julie et moi partageons en fait au quotidien, c'est justement la recherche de fonds que nous développons, comme vous le voyez, en constant dialogue avec la direction du musée,
Et vraiment, donc, la recherche de fonds, pour nous, c'est une activité qui est pleinement intégrée dans le reste de notre cahier des charges, et c'est une des choses que nous faisons au quotidien. Donc justement, cette recherche de fonds, elle s'adresse à tout un tas de partenaires différents. Afin de maximiser les chances d'apport financier, nous nous adressons à 2 cibles pour la recherche de fonds. D'une part, les fondations, comme vous voyez ici, un certain nombre de fondations qui nous soutiennent régulièrement et de manière pérenne. Et d'autre part, les entreprises privées et leurs fondations d'entreprise. En ce qui concerne la recherche de fonds que nous menons auprès des fondations, dans la mesure où chacune des fondations soutient une multiplicité d'événements, le fonctionnement propre de la fondation a véritablement un cadre prédéfini. Dès lors, le travail que nous effectuons auprès de ces fondations est très structuré. Il se décompose en fait en 4 points principaux. D'une part, l'identification et la veille des fondations qui sont actives en Suisse et à l'étranger, spécifiquement dans la culture. D'autre part, les caractéristiques et les spécificités pour ces fondations par rapport à la soumission des projets. En 3e point, et bien entendu, l'adéquation entre la mission de la fondation et le projet pour lequel nous recherchons des fonds. Nous opérons dans ce cadre-là une segmentation très précise entre les fondations qui soutiennent, par exemple, la photographie documentaire, les jeunes artistes suisses, les publications, et nous pouvons ainsi très aisément, mais de manière très structurée, avec un respect d'un planning défini, trouver la meilleure fondation pour le meilleur projet. Et bien entendu, en 4e point, un suivi et un reporting qui comprend la mise sur les logos, sur les supports de communication des logos de ces fondations, une invitation régulièrement des membres du conseil d'administration de ces fondations pour découvrir le projet et un reporting financier précis. Ce qu'il faut souligner, c'est donc que dans le cadre des fondations, le travail que nous effectuons est, comme je vous l'ai dit, très structuré, mais surtout assez standardisé, les contreparties étant plutôt standardisées que des contreparties sur mesure. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons nous concentrer plutôt sur la recherche de fonds que nous effectuons auprès des entreprises privées pour spécifier notre approche. Alors notre approche auprès des entreprises privées qui, de toute évidence, montre une grande variété. Je crois que c'est la première chose qu'on peut constater en regardant cette image. Le contenu que nous développons au Musée de l'Élysée est très varié. Il peut s'agir d'expositions, il peut s'agir de publications, d'événements, de projets de recherche, de projets de restauration, sur la base des œuvres dans nos collections, sur la base des artistes avec lesquels nous travaillons, sur la base des partenaires institutionnels que nous avons en Suisse et à l'étranger. Le contenu que nous produisons est de nature très variée. Et donc, il est logique, de notre point de vue, que les projets de partenariat et de sponsoring que nous développons avec ces entreprises privées soient, elles aussi, le reflet de cette grande variété. Donc, nous avons ici plusieurs exemples. Un partenaire global du Musée de l'Élysée, Parmigiani Fleurier, qui est notre partenaire horloger exclusif et qui est aussi associé à un prix dont nous allons reparler tout à l'heure, le prix Élysée. Autre exemple, Fondation BNP Paribas Suisse, avec laquelle nous avons vraiment développé un projet de restauration à long terme, dont l'épilogue a été la publication d'un album très important au sein de la collection. On va aussi en reparler. PKB, banque privée qui s'associe à une exposition par année. Récemment, nous avons réussi, grâce au soutien de la Fondation BCV, à remanier et restructurer une partie de notre musée pour en faire un espace pédagogique. Donc là aussi, c'est quelque chose de très différent. Et finalement, vous voyez que notre grand événement, la Nuit des Images, que nous organisons à la fin juin chaque année, fédère plusieurs partenaires autour de cette grande célébration de la photographie qui ne dure qu'une nuit. Donc une variété de contenus, une variété de partenaires, vous le voyez, aussi une variété de temporalité, j'ai envie de dire. Il y a des projets qui ne durent qu'une nuit, d'autres qui sont vraiment des campagnes à long terme qui supposent un travail de recherche sur 3-4 ans, ou alors un accompagnement global et général de l'institution comme le fait Parmigiani Fleurier.
Bien sûr, ceci suppose aussi un degré d'engagement financier différent d'un partenaire à l'autre. Accompagner le musée dans sa globalité ou soutenir un événement d'une nuit ne suppose pas le même engagement financier. Dans tous les cas, et malgré toute cette variété, il y a deux grands fils rouges qu'on peut tirer. Le premier, c'est bien sûr la visibilité que nous offrons à tous nos partenaires sur tous nos outils de communication, imprimés, digitaux, etc. Il y a aussi bien sûr la privatisation de notre institution, l'opportunité qu'ont nos partenaires d'organiser des événements privatifs pour leurs clients ou leurs collaborateurs. Mais ça, visibilité et événements, je dirais que c'est la base de ce que nous offrons. Un contenu varié, donc, et d'ailleurs, et Pascal et moi venons de ce milieu culturel. Nous avons grandi, évolué professionnellement, près des œuvres, auprès des artistes. Nous avons travaillé tous les deux avec des marchands, des collectionneurs. Nous connaissons très bien le marché. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de croiser les intérêts du musée et les intérêts d'un partenaire qui souhaite s'associer à la culture. Et nous avons à cœur de comprendre ces intérêts pour pouvoir constituer des partenariats sur mesure. On va vous parler plus précisément de quelques-uns d'entre eux. Alors, un premier exemple du sur-mesure qu'on peut faire au musée de l'Élysée, la banque PKB, qui est une banque privée, dont l'intérêt, lorsque nous avons commencé notre conversation, était de maximiser sa visibilité sur l'arc lémanique, étant basée à Genève et à Lugano. Récemment, elle a ouvert une succursale à Lausanne, donc l'idée c'était d'accompagner en fait ce projet important pour eux, mais aussi d'offrir à leurs collaborateurs, à leur clientèle, une expérience privilégiée, forte dans le monde de l'art. L'art qui d'ailleurs fait vraiment partie de l'ADN de la banque puisqu'il possède une magnifique collection. Ça, c'était leur intérêt. Nous, de notre côté, et vous avez ici l'image d'une exposition qu'ils ont soutenue, l'exposition Philippe Halsmann. Chaque année, au musée de l'Élysée, nous faisons tous nos efforts pour produire une grande exposition internationale qui est le résultat de 3, 4, 5, 6 ans de recherche avec des œuvres uniques qui viennent du monde entier. Cette exposition en particulier est terminée maintenant au musée de l'Élysée, mais elle sera présentée cette année au Jeu de Paume à Paris. Elle continuera ensuite à Rotterdam, à Barcelone, à Madrid. Bref, une grosse production. Et donc, c'est bien sûr dans notre intérêt de trouver aussi un partenaire qui puisse s'y associer. Alors, en croisant notre intérêt et le leur, nous avons imaginé cette formule de partenariat sur mesure qui prévoit que chaque année, nous nous rencontrons avec la banque PKB. Ils choisissent librement une exposition du programme à venir et nous les associons pleinement pour soutenir ce projet et bénéficier de la visibilité du projet. En ce qui concerne UBS, nous avons proposé à la banque de s'associer avec l'événement dont Pascal vous a parlé précédemment, la Nuit des images, un événement culturel nouveau qui a été lancé en 2011 par Sam Sturze, le précédent directeur du musée, et qui accueille le temps d'une soirée entre 8 000 et 10 000 visiteurs pour découvrir de nouvelles créations sur des écrans géants disposés dans les jardins du musée de l'Élysée. Donc un événement nouveau, populaire, qui attire un public intéressant à l'époque pour la banque. Dès 2012, UBS s'est associé à cet événement. Leur intérêt était donc de s'associer à un événement culturel populaire qui était produit par une institution de renom. Notre intérêt, bien entendu, était de pérenniser cette manifestation. La banque s'est investie, s'est associée à ce partenariat pour 3 ans de manière renouvelable. Je continue avec un autre exemple parce que c'est dans la même lignée de ce que vient de dire Julie. On peut souligner encore le point avec le travail qu'on a fait autour des archives Chaplin, les archives photographiques de Charlie Chaplin qui sont déposées au musée de l'Élysée depuis 2011. 2 acteurs sur scène, d'une part la Fondation BNP Paribas Suisse, dont la vocation est de préserver, de rendre accessible le patrimoine des musées, dans ce cas-là des musées suisses. De l'autre côté, le musée de l'Élysée, qui a réussi à convaincre les ayants droit et la famille Chaplin de déposer ce fonds extraordinaire au musée de l'Élysée,
au sein des collections de l'institution, qui, comme je disais avant, sont très grandes. Bien sûr, au quotidien, nous avons à cœur de préserver ce patrimoine pour les générations à venir, nous avons à cœur de le valoriser, mais il faut aussi trouver le bon angle, la bonne approche et la bonne manière de le faire. Donc, en discussion avec la Fondation, il est apparu clair pour tout le monde que le fonds de Chaplin serait la meilleure option. Nous avons donc mis au point un partenariat autour d'un projet de restauration à long terme. Pas forcément un projet simple, un projet un peu souterrain. La restauration, c'est pas quelque chose qui se valorise immédiatement, ça donne pas lieu à de gros événements, à des paillettes. C'est vraiment un travail de longue haleine que nous avons valorisé avec la publication d'un album, l'album Keystone, un fac-similé d'un extraordinaire objet que nous avons dans la collection qui date de 1914 et qui retrace tous les premiers films de Charlie Chaplin, et par ailleurs la production de différentes expositions. Donc vous voyez qu'à nouveau, autant nous pensons à nos intérêts que nous cherchons à clairement identifier ceux de nos partenaires pour qu'ensemble nous puissions trouver la meilleure solution. Donc je dirais que gérer un même partenaire, enfin plusieurs partenaires qui font partie du même secteur, du coup, c'est pas très compliqué chez nous. Vous avez vu qu'on a parlé de 3 banques, on a parlé de PKB, UBS et BNP. On pourrait se dire que c'est compliqué de gérer 3 personnes, enfin 3 partenaires du même secteur en même temps, mais ça l'est pas parce qu'on applique une approche sur mesure qui permet vraiment d'être extrêmement spécifique envers chacun de ces partenaires, tout en garantissant bien sûr l'exclusivité de leur branche d'activité au sein du projet même auquel ils se sont associés. Et vous avez vu aussi que ces 3 banques ou fondations liées à une banque se sont associées à des projets où il y a vraiment un contenu physique. Il y a des œuvres d'art qui sont entreposées au musée de l'Élysée, il y a des choses qui existent qu'on peut prendre dans les mains, il y a des œuvres au mur dans une exposition. C'est du contenu existant qu'on a valorisé à travers ces partenariats. Le pas qu'on franchit en plus au musée de l'Élysée, et on arrive à le faire, c'est de créer du contenu grâce à nos partenaires et avec eux. Et pour illustrer ce point, j'aimerais vous parler de manière détaillée du prix Élysée, qui est un prix de soutien à la production dans le domaine de la photographie, que nous avons élaboré et qui existe grâce au soutien de Parmigiani Fleurier. Un prix très ambitieux, et vous allez voir ici un bref film que nous avons présenté l'année dernière à la Nuit des Images, juste avant l'annonce des 8 lauréats de la première édition. Allô ? Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous êtes nominé au prix Élysée. Oui, j'ai eu l'email juste cet après-midi, donc c'est chouette. I'm really excited, it's fantastic. Brilliant. Thank you so much. Je suis vraiment, non mais c'est vrai, ça me bat droit au cœur et puis voilà, de pouvoir avoir un soutien comme ça, point nommé de votre part, ça c'est waouh. Et on voulait vous féliciter pour votre proposition qui nous a beaucoup touchés, très poétique, très pointue. Enfin, la personne avant le 28 juin. Alors faites la fête ce soir et on se réjouit beaucoup de vous accueillir à Lausanne. Voilà, le prix Élysée, un prix de soutien à la photographie. Qu'est-ce que ça veut dire, au fait, un prix de soutien à la photographie ? C'est pas du tout quelque chose d'abstrait, c'est extrêmement concret. Lorsque vous êtes photographe, lorsque vous vous lancez dans cette carrière, fondamentalement, vous avez besoin d'un coup de main. Et selon où vous vous situez, ce soutien peut être de nature différente. Lorsque vous êtes jeune premier, lorsque vous sortez d'école, vous avez toutes les chances et les opportunités qui sont liées au fait que vous êtes le nouveau visage dans le domaine. Si vous êtes un peu organisé et que vous avez la niaque, vous pouvez sécuriser beaucoup d'opportunités. À l'autre extrême, vous êtes une grande star, a priori ça va plutôt bien pour vous, vous vivez de votre art, vous avez des grandes rétrospectives dans de grands musées. Là, le soutien est peut-être moins important. Mais lorsque vous êtes exactement entre deux, lorsque vous êtes à mi-carrière, c'est là où beaucoup de choses se jouent. Vous avez déjà plusieurs expositions à votre actif, vous avez déjà publié plusieurs livres. Tout le monde pense que ça va très bien pour vous, mais justement, continuer, produire de nouvelles œuvres, les mettre sur le marché, monter des projets, ça suppose de l'argent, ça suppose de l'accompagnement, c'est jamais quelque chose qui va de soi. Donc le prix Élysée vise exactement cette tranche-là. Nous avons lancé un appel à candidature mondial avec une liberté totale de thèmes, de techniques, aucune contrainte. Nous avons reçu des candidatures de 411 artistes du monde entier.
des candidatures très ambitieuses, impressionnantes, que nous avons eu énormément de plaisir à découvrir, comme vous l'avez vu dans la vidéo. C'était aussi beaucoup d'enveloppes à ouvrir et beaucoup de choses à organiser. Finalement, après une sélection, nous avons gardé 8 nominés, 8 candidats, à qui nous avons donné 5 000 francs, soit un peu d'argent, un peu d'espace, un peu de temps pour nous proposer un nouveau projet qui pouvait être présenté dans un livre que vous avez d'ailleurs reçu ce soir, le livre des nominés. Pourquoi un livre? Parce qu'un livre, c'est quelque chose qui reste. Un livre, c'est un outil, un objet qui est très utile pour la promotion des artistes, et c'est aussi une affirmation de notre part que la photographie dans le contexte de la publication est une chose passionnante. La prochaine étape, c'est quoi? C'est l'annonce du lauréat à la Nuit des Images, fin juin, qui a été sélectionné par un jury international. Le lauréat recevra 80 000 francs, ce qui fait du prix de l'Élysée un des prix les mieux dotés, au fait, dans le domaine de la photographie. 80 000 francs divisé par 2, 40 000 francs pour la finalisation du projet et 40 000 francs pour la publication d'un livre. Encore une fois, le livre, ça compte. Donc, le Musée de l'Élysée a développé tout ce concept, a généré toute la direction artistique autour de ce projet, en dialogue continu avec Parmigiani Fleurier, qui a été associé à chaque moment de visibilité, à chaque moment de communication autour de ce prix. Et ceci s'est fait vraiment de manière très créative, parce que fondamentalement, nous partageons une mission qui est celle du soutien. Nous le faisons dans le domaine de la photographie, eux le font dans le domaine de l'horlogerie, et aussi plus loin dans le domaine du jazz, dans le domaine du sport. Ce partage au fait de missions fondamentales a vraiment permis un dialogue extrêmement créatif dont le résultat a un impact réel sur la carrière de ces artistes, sur le rayonnement du Musée de l'Élysée, sur le rayonnement de Parmigiani Fleurier. Je crois que c'est important ici de voir que nous parlons de choses extrêmement concrètes. Donc, d'ailleurs, concret au point que nous avons été tellement convaincus par la qualité des projets de ces 8 artistes que vous voyez ici, que nous leur avons en plus offert une exposition au Musée de l'Élysée qui n'était pas du tout prévue dans les règlements. Mais on s'est dit, on va jusqu'au bout et on mouille notre chemise et on est très fiers de l'avoir fait. Donc, ici, il s'agit d'un dialogue. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans cette stratégie du sur-mesure lorsqu'on franchit le pas de la création du contenu, c'est de justement réussir à imaginer créer du contenu entre deux différentes choses, entre le milieu de l'art et du musée que nous représentons, le milieu de la haute horlogerie, qui est représenté ici par notre partenaire. Et le musée, là, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment, c'est même beaucoup plus qu'un centre de production, c'est vraiment une plateforme d'interaction entre différents professionnels au bénéfice d'artistes et au bénéfice d'une promotion très large de la photographie. Et là, je crois qu'on peut dire qu'en effet, la stratégie de recherche de fonds et le musée d'une manière générale deviennent vraiment un catalyseur. Nous initions un dialogue avec notre partenaire et ce dialogue-là, comme un catalyseur, donne une réaction en chaîne qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure de l'évolution du projet. Si je vous dis Marie-Louise, conservation préventive, phototype, est-ce que vous pouvez tous me donner une définition? Probablement pas. Au même titre, si vous me dites boucle déployante, arbitrage, risk management, j'aurais besoin d'une définition. Premier défi, donc, dialoguer, expliquer le contenu de chacun de nos projets à notre partenaire. Expliquer ses spécificités, faire comprendre qu'une œuvre d'art ne peut pas être recadrée, comme ça pourrait être le cas dans une campagne de com'. Faire comprendre qu'une programmation conçue d'après une vision artistique ne peut pas être biaisée. Et cette démarche, véritablement, d'expliquer, de dialoguer, est quelque chose que je voudrais illustrer avec le partenariat du BS. Dans le cadre de ce partenariat pour la Nuit des Images, le musée a proposé à la banque d'organiser dans ses murs à Saint-François une exposition à partir de nos collections. Donc chaque année, depuis 2012, en prélude à la Nuit des Images, nous montons une exposition d'une trentaine de photographies dans la banque. L'intérêt pour la banque était bien entendu d'offrir une expérience culturelle à ses clients et pour nous de montrer, de faire sortir les collections, dont vous a parlé rapidement Pascal en début de présentation, qui est conséquente, mais nous n'avons pas assez de murs pour
pouvoir la montrer de manière régulière. Il s'est très vite avéré indispensable d'expliquer le contenu des expositions que nous présentions aux responsables de clientèle. Pourquoi ? Tout simplement pour que chacun d'entre eux ait les clés de compréhension, de lecture, s'approprie le contenu de l'exposition pour pouvoir en parler à chacun de ses clients. Premier but, les faire venir à un vernissage, qui d'ailleurs, l'exposition que nous présentons cette année, ouvre ses portes mardi prochain. Vous êtes tous conviés. L'objectif suivant étant bien entendu que s'ils se sentent à l'aise avec le contenu, avec ses spécificités, ils aient envie de venir au musée, de comprendre comment nous travaillons avec les collections et de partager ce moment de la nuit des images à la fin du mois de juin. Cette question essentielle qui est de parler la même langue nous tient absolument à cœur. Elle est source d'échanges et de plaisir partagé. Absolument. Et c'est d'ailleurs sur cette base-là qu'on peut aller plus loin, encore une fois. Et le deuxième grand défi, je dirais, dans cette approche de sur-mesure, c'est la gestion, enfin, le fait de prendre du temps et écrire cette phrase à quelque chose de militant et de presque scandaleux dans la frénésie quotidienne que nous partageons tous. Mais prendre le temps, ça compte et ça a un réel impact. Tout d'abord, il y a ce dialogue, il y a cette compréhension mutuelle qui crée un respect, qui crée une vraie confiance. Et sur cette base-là, on peut ensuite se sentir légitime, autant le musée que le partenaire, d'imaginer, d'entrevoir de nouvelles opportunités. Un cas très concret, à nouveau celui de la banque PKB. Je vous rappelle le partenariat. L'idée, c'est qu'ils s'associent à une exposition par année, qu'ils soutiennent, et ceci chaque année. D'ailleurs, nous venons de renouveler le partenariat avec eux. On aurait pu en rester là, mais dans l'ensemble du travail que nous avons mené, main dans la main, nous nous sommes rendus compte qu'ils s'ouvraient vraiment très largement au monde de la photographie, que c'était quelque chose de nouveau pour eux, qu'ils découvraient avec beaucoup d'intelligence et de passion. Nous les avons d'ailleurs accompagnés dans différents événements, comme Paris Photo, qui est un événement incontournable. Et je crois que cette maturation, en fait, dans la discussion, leur a aussi amené à imaginer, par exemple, la valorisation de nos collections à travers la publication d'un petit livret chaque année de 15 pages qui est destiné à leurs meilleurs clients. C'est une manière pour nous de mettre en avant le patrimoine que nous avons, c'est une manière pour eux de rendre accessible et de partager quelque chose d'exceptionnel avec leurs clients. On est encore allé un pas plus loin avec cette idée que pourquoi pas, en effet, se sentant légitimes de penser, de parler du musée, ils ont réussi à sécuriser pour nous la présentation d'une exposition qui n'avait rien à voir avec le partenariat au Tessin, au Museo Cantonale. Donc je dirais que là, vraiment, on voit à quel point on peut mûrir dans la relation, et c'est vraiment ce que nous visons. Entre un très gros montant d'argent sur un projet ponctuel et un soutien financier continu et une maturation à long terme, c'est clair qu'on va opter pour la deuxième solution, bien qu'on ne dira pas non à un gros chèque, évidemment. Mais il y a un tel investissement en temps, en énergie dans ce dialogue qui est vraiment au cœur de notre travail, qui prend une grande partie de notre vie quotidienne au musée, eh bien, autant le mettre pleinement à profit. Tout en gardant une petite note à l'esprit qui est celle, justement, de la gestion des ressources. Donc, on peut lancer le film qui n'a pas de son. Je vais faire la voix off. J'aimerais vous parler ici à nouveau de notre collaboration avec Parmigiani Fleurier. Nous sommes ici au mois de janvier 2014, un mois qui est crucial autant pour nous que pour notre partenaire. Nous sommes sur le point de lancer notre partenariat avec Parmigiani Fleurier publiquement. Nous sommes sur le point de lancer l'appel à candidature du prix Élysée et nous sommes sur le point d'ouvrir l'exposition Haussmann. Donc le musée est fermé au public en ce moment. Enfin, à ce moment-là. Du côté de Parmigiani Fleurier, gros enjeu. À quelques jours du SIHH, qui est vraiment leur moment clé au mois de janvier, ils souhaitent lancer une nouvelle collection de montres, mais le faire avant le SIHH, dans le cadre d'un événement pour des blogueurs, qui est vraiment un public cible qu'ils cherchent à attirer. On discute de ça, on arrive à en parler, on arrive à comprendre les intérêts des uns et des autres, et du coup, on croise tout ça pour l'organisation au musée de l'Élysée de la présentation de la nouvelle collection de montres, comme vous le voyez, à 60 blogueurs du monde entier qui ont été invités par Parmigiani Fleurier à vivre cette expérience de
qu'est-ce qui se passe dans un musée lorsqu'il est fermé au public. D'autant plus qu'ils ont eu accès à un contenu qui d'habitude est totalement exclusif, qui est celui d'une exposition en cours d'accrochage. Ça veut dire que nous avons intégré dans le musée, à un des moments les plus intimes du musée, ce public grâce à la confiance que nous avions envers notre partenaire. Nous leur avons présenté nos collections, nous leur avons vraiment fait découvrir notre backstage. Et le résultat de cette opération a été un immense succès, autant pour Parmigiani qui a réussi à faire passer tous ces messages que pour nous. Nous avons réussi à parler de notre institution, à montrer son ambition, tout ce qu'elle fait. Et nous avons même réussi à organiser ces séances de Jumpology en clin d'œil à Philippe Halsmann, dont nous allions ouvrir l'exposition. Vous savez peut-être que Philippe Halsmann, grand nom de la photographie du XXe siècle, aimait faire sauter tout un tas de stars et de personnalités parce qu'il pensait qu'en sautant, on révélait notre réelle identité. Un concept qui a d'ailleurs été repris ensuite par Parmigiani Fleurier dans d'autres lancements de la même collection de montres à travers le monde. Donc c'est un feu d'artifice, c'est quelque chose d'exceptionnel qui demande un immense investissement en communication, en coordination. Je ne vous explique pas la tête de mes collègues aux collections et aux expositions quand je leur ai dit, écoutez, on a cette idée, on pourrait peut-être faire un événement public dans le musée pendant que vous êtes en train d'accrocher les œuvres au mur et que c'est le moment le plus critique pour la sécurité des œuvres et que c'est là vraiment que vous montrez vos tripes. Ils sont un peu tous tombés par terre, mais je crois qu'ils ont compris aussi qu'on avait intérêt à le faire, qu'on pouvait le faire. Et du point de vue de Parmigiani Fleurier, c'était aussi un gros investissement en communication à l'interne pour eux, pour faire comprendre pourquoi on allait faire ça au musée d'Élysée, quel était l'intérêt d'y être, quel était l'intérêt de lancer une collection de montres là-bas. En considérant tous ces efforts pour faire un feu d'artifice, on peut aussi légitimement se poser la question, est-ce qu'on arrive à faire des feux d'artifice chaque semaine ? Évidemment non, et une des grandes conversations qui nous anime toujours, Julie et moi, c'est de se dire quel est le juste équilibre entre des contreparties standardisées envers nos partenaires et du sur-mesure et des feux d'artifice comme vous venez de le voir. On va passer à la suivante. 3 grands défis, donc, dialoguer, expliquer, prendre le temps, gérer les ressources qu'il faut garder à l'esprit en 2015, année charnière pour le musée de l'Élysée. En effet, le musée fête son anniversaire cette année, il a 30 ans, et se tourne vers l'avenir. Cet avenir qui sera fait d'un déménagement au pôle muséal qui réunira 3 institutions lausannoises, le musée des Beaux-Arts, le musée du design, le MUDAC, et le musée de l'Élysée à l'horizon 2020. Cette année 2015 comporte 2 grandes étapes pour le pôle muséal. Nous passons d'un agenda politique à un agenda culturel avec la présentation d'Objectif Gare, qui est une exposition organisée par les 3 institutions qui va avoir lieu dans la ville, un parcours véritablement dans la ville qui passe des 3 institutions et qui mène le public vers le pôle muséal. 22 000 mètres carrés, je vous rappelle, si peut-être vous savez, à 2 pas de la gare, donc un projet extrêmement prometteur pour créer un quartier culturel au cœur de la cité. C'est d'ailleurs un dossier que Tatiana Frank a pris à bras-le-corps avant même de prendre ses fonctions, début mars. Et évidemment, qui dit nouvelle direction, dit nouvelles ambitions pour le musée de l'Élysée. Renforcer notamment sa présence, son rayonnement à l'international, mais aussi se lancer dans ce que Pascal a souligné au début de la présentation, dans une véritable épopée de la numérisation. Une révolution numérique que Tatiana Frank souhaite mener sur 5 ans avec en ligne de mire précisément le pôle muséal. Numériser toute la bibliothèque du musée, près de 20 000 ouvrages, numériser également toutes les collections, ce qui est considérable, et pour ce faire, nous associons avec les meilleurs, avec le PFL notamment, et nous avons déjà initié une recherche de fonds qui a porté ses fruits, et cette expansion que nous voyons donc se mettre en œuvre dès cette année 2015 nous fait pressentir que nous allons passer là à la catégorie de poids supérieur et qu'il va falloir que nous mettions en œuvre une stratégie partenariat public-privé très forte.
Absolument. Donc, en conclusion, on peut vraiment dire, et on le voit à travers ce que nous avons présenté ce soir, que la politique de recherche de fonds du Musée de l'Élysée est vraiment fondée sur ce qui fait le Musée de l'Élysée, c'est-à-dire son contenu. C'est vraiment de notre ADN que tout part. Et ce contenu-là, c'est un contenu que nous défendons, que nous développons grâce à nos partenaires. Et c'est un contenu qui garantit, bien sûr, à nos partenaires une expérience forte, une découverte d'un milieu qu'ils ne connaissent pas forcément, d'un milieu qui, en quelque sorte, est toujours très intriguant, celui du monde de l'art. Et bien sûr, un contenu qui leur garantit aussi peut-être d'économiser, de gagner du temps en termes de communication, puisque nous leur donnons de nombreux éléments de langage, nous leur donnons en fait tout un plan de communication déjà fait, à adapter, des messages à créer, à peaufiner sur la base d'un contenu que nous avons développé et qu'ils ont pleinement compris. Pour nous, développer le contenu, c'est une immense chance. C'est une chance que nous avons et dont nous profitons grâce à l'apport et à l'appui de nos partenaires. Un apport financier qui, d'ailleurs, n'est jamais investi dans de la communication. Et ça, c'est une chose qui m'étonne toujours quand je voyage pour le musée. Je discute avec mes collègues dans de grandes capitales, avec The Photographers Gallery à Londres ou International Center of Photography à New York, par exemple. C'est fou tout l'argent qu'ils investissent dans la communication pour être visible et audible dans de grandes capitales comme New York ou Londres. Nous avons la chance d'être à Lausanne, qui est une autre réalité, et de pouvoir dès lors investir tout l'apport de la recherche de fonds dans la production d'un contenu, un contenu qui, d'ailleurs, par sa pertinence et par son ambition, nous fait rayonner dans des villes comme Londres et New York. Donc tout ça, c'est une manière de toucher des nouveaux publics, ce qui est dans l'intérêt autant du Musée de l'Élysée que de nos partenaires. Et donc il est clair que nous visons toujours un rapport et un équilibre gagnant-gagnant entre nous et ceux qui souhaitent nous suivre. Donc je dirais que nos partenaires nous aident à accomplir notre mission patrimoniale dans leur propre intérêt. Et c'est ça qui fait toute notre stratégie de recherche de fonds. Nous vous invitons maintenant à partager ces moments pour voir l'aboutissement, en fait, véritablement, de la recherche de fonds. 3 dates à noter d'ores et déjà dans vos agendas. Merci beaucoup. Merci.